Dans le fond, je vais être seul aujourd'hui. Jean ne peut pas être ici, donc je vais être seul. Mais ça devrait bien aller. Je ne sais pas si on me fait le partage d'écran pour que je puisse changer les slides ou non. Oui, normalement, ça devrait marcher, Gabriel. Sinon, juste nous faire signe et puis on regardera ça. OK, bon, ben super. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Voilà. Donc, on va passer quatre sujets, un peu comprendre qu'est-ce que la paraidance, voir les valeurs ajoutées dans les équipes, identifier les défis, parce que oui, il y en a. Puis, on va aussi voir des présentations d'exemples concrets. On avait 20 minutes, hein, si je ne me trompe pas. Exactement, Gabriel. Puis peut-être juste avant que tu ailles plus loin, si tu veux juste quand même dire ton. Les gens ne te connaissent pas, fait que si tu veux juste dire ton rôle, puis après ça, je te laisse aller. Ben, super. Ben, enchanté de vous rencontrer. Mon nom est Gabriel. Je suis paraidant à la clinique JAP depuis environ un an et demi. Je fais aussi un peu de co-recherche avec le projet SARPEP pour ceux qui connaissent. Puis c'est vraiment un plaisir de présenter la paraidance parce que j'y crois beaucoup. Puis j'ai adoré l'exemple que Anne a nommé suite à la discussion qu'il y a eu avec Andrew Colley par rapport à qu'est-ce que la personne veut vraiment. Des fois, on ne se pose pas ces questions-là. Puis c'est tout en lien avec le rétablissement, là, c'est sûr et certain. Donc, la définition d'un paraidant. Le paraidant est une personne ayant vécu ou vivant avec un trouble de santé physique ou mentale. Il utilise son vécu et son savoir expérientiel au profit de personnes confrontées au défi d'une maladie chronique. Dans le cas ici, c'est vraiment en lien avec la santé mentale. D'avoir des personnes qui ont vécu la même chose que nous, des fois, là, ça fait vraiment du sens, surtout quand on est hospitalisé aussi. Puis même un peu plus loin dans le rétablissement, là, d'avoir des pistes pour aller se rendre plus loin parce que des fois, on stagne, comme on peut dire, là. Fait que d'avoir des gens qui ont poussé le rétablissement plus loin, ben, ça donne des sentiments d'espoir, puis on se reconnaît envers des gens qui ont réussi à s'en sortir, là. Par sa présence et en étant un modèle de rétablissement et d'espoir, il contribue à lutter contre la stigmatisation, autant chez les personnes touchées que chez les professionnels et intervenants travaillant dans le milieu de la santé. Ben, c'est sûr que, tu sais, nous, un modèle d'espoir, je pense que il faut qu'il y en ait. C'est super important. Moi, je me souviens dans le temps que j'ai été suivi, il n'y avait pas de parents aidant. Puis je posais beaucoup de questions à mes pairs, puis au sujet de leur médication, tout ça. Puis des fois, je pouvais me retrouver avec des informations erronées. Fait qu'on tourne un peu en rond. Fait que d'avoir quelqu'un qui est là dans l'équipe, qui est au courant un peu plus que des personnes qui sont en suivi présentement, ben, ça aide énormément. L'approche du parent aidant est basée sur les forces de la personne aidée. Elle vise à renforcer l'autodétermination et de la personne, la responsabilité, l'empowerment de celle-ci. Le rétablissement de la pleine citoyenneté sont au cœur de son approche. Ça, c'est super important, l'approche sur le rétablissement. Je pense qu'on a vécu des choses qui n'étaient pas axées sur le rétablissement en santé mentale pendant quelques années. Puis là, on est dans un air de rétablissement, puis on voit que ça fonctionne énormément, là. Ben, c'est sûr que cultiver de l'espoir dans notre rôle, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre pratique. On se retrouve c'est sûr qu'on a plus confiance en nous, là, que ce soit au niveau de la psychose ou autre, ou l'acceptation d'un diagnostic. Ben, de voir qu'on peut s'en sortir, là, c'est déjà une grande partie de notre travail en étant des modèles. Favoriser le rétablissement dans l'acceptation de la maladie, la redéfinition de son identité, la reprise du pouvoir sur sa vie. Justement, de redéfinir un peu son identité puis de reprendre le pouvoir sur sa vie, que savoir c'est possible, c'est quoi les étapes aussi. Ben, tu sais, on parlait du cas présentement, tu sais, est-ce qu'elle veut vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie? Est-ce qu'elle voit des modèles pour qui c'est possible? Des fois, on ne voit plus le bout, puis on se fait juste naviguer dans le vide un peu, tu sais, puis on ne voit pas les possibilités. Favoriser la création d'un lien de confiance avec l'équipe traitante. Moi, j'aime ça nommer cet exemple-là. Quand on est hospitalisé, des fois, on ne pense même pas qu'on peut
partir de l'hôpital, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, j'y viens de mon plein gré. Fait que déjà là, je trouve que ça apporte vraiment un lien de confiance avec l'équipe, de dire, tu sais, c'est pas une fatalité, tu vas pouvoir sortir. Puis on crée un lien avec la personne assez rapidement par rapport à notre vécu, mais notre confiance que nous, en tant que parents, on a envers l'équipe traitante, on la communique avec le père là, pour qu'il puisse avoir les meilleurs soins possibles. Puis les meilleurs soins possibles, je pense qu'ils sont donnés quand les deux parties sont en confiance l'une envers l'autre. Favoriser l'engagement et la responsabilisation du patient dans son traitement. Euh, une fois que tu as accepté ton diagnostic ou ton trouble de santé mentale, ben là, on prend vraiment une vitesse supérieure selon moi. Puis l'engagement, ben, tu sais, moi, je le dis souvent, là, que ce soit au niveau des patients qui veulent arrêter la médication, je suis souvent dans les statistiques de rechute, puis tout ça. C'est important pour moi qu'ils comprennent que quand tu te responsabilises sur ton traitement, ben, c'est là que tu vas avancer, tu sais. Supporter l'équipe traitante dans les enjeux éthiques, participer avec l'équipe dans l'élaboration d'un plan de traitement. Ben, souvent, comme on le disait tantôt, ben, c'est axé sur qu'est-ce que la personne veut aussi, là. Puis des fois, c'est des chemins qui sont longs, mais d'y aller des fois une étape à la fois. Puis un rétablissement, ça peut être très long, là. Dans mon cas, ça a été pratiquement 2 ans et demi à 3 ans, pas vouloir sortir de chez moi, pas vouloir reprendre des activités. Tout ce que je me donnais comme mission, c'est d'aller à mes suivis, puis c'était à peu près tout, là. Il a fallu que je fasse beaucoup de démarches, puis aujourd'hui, ben, je suis le premier à vouloir mettre le nez dehors. Représenter un modèle de rétablissement positif. Ben, je trouve que parmi l'équipe, mon travail, ce qui n'est pas nécessairement dans mon rôle, mais s'il y a un travailleur social ou un ergothérapeute qui se décourage un peu, ben, il y a juste à se tourner vers mon bureau puis se dire, ah, ben, Gab, il en a vécu des choses. Puis aujourd'hui, ben, il s'en est sorti. Fait que déjà là, un modèle de rétablissement positif, je pense que je l'accomplis naturellement en ayant de la bonne humeur au quotidien pratiquement. Comme tout le monde, des fois, ça m'arrive d'avoir des mauvaises journées, mais ils sont quand même rares, pour être honnête. Valeur ajoutée, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement. Apporte l'espoir à l'équipe, aide à nommer, comprendre les enjeux des usagers et mieux comprendre leurs besoins. Contribue à déstigmatiser les soins dans l'équipe. Ben, ça, pour être honnête, une des premières rencontres, c'est un cas complexe. Les enjeux des usagers, tu sais, juste de se rétablir avec tout ce qu'on a à traverser. Tu sais, des fois, tout a de l'air d'une montagne, puis de remettre un peu les pendules à l'heure, de dire, hey, c'est long un rétablissement, puis tu sais, chacun a son rythme là-dedans. Là. Fait que pour moi, ça, c'est super important. Aide à l'amélioration continue au développement des services offerts aux usagers et leurs proches. Ben ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. J'ai développé un groupe qui s'appelle le groupe Discussion, ce qui est un peu basé sur un meeting un peu AA, mais c'est juste axé sur une discussion libre. On élabore sur des sujets. Puis pour moi, ça fait partie de l'amélioration des services parce que, euh, comme on le disait tantôt, même si la personne est en rétablissement depuis longtemps, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin de suivi, peut-être un peu moins, mais d'y offrir des choses qui sont dans le fond, à sa valeur là, présentement, même si tu es loin dans ton suivi, ça ne veut pas dire que tu n'as plus besoin de service. Facilite la création du lien avec l'équipe, normalise la souffrance vécue par l'usager. Ben, on a une meilleure compréhension que beaucoup de gens, puis on peut aussi le dire parce qu'il y a des gens aussi qui ont vécu des choses, mais ne peuvent pas nécessairement l'utiliser. Mais dans notre cas, on peut utiliser notre vécu pour normaliser la souffrance. L'usager voit qu'il y a de l'espoir, que le rétablissement est possible. J'en ai parlé tantôt. L'espoir, c'est vraiment au cœur de notre profession. Là.
aide à la compréhension de la maladie, crédible, augmente quand c'est un père plutôt qu'un intervenant pivot, médecin moins confrontant. Ben, c'est sûr qu'on a des exemples concrets, puis nous aussi, on a vécu des choses difficiles, fait qu'on peut en parler facilement, puis faire des liens avec qu'est-ce que la personne a vécu, puis justement pour aller chercher la confiance le plus rapidement possible, là. Présence répétée lors des hospitalisations permet de faciliter le lien de confiance. Ben, pour ma part, je suis souvent à l'interne. Je connais à peu près tous les patients qui rentrent à l'hôpital. Euh, j'ai- Présentement, j'ai moins de temps, mais quand j'ai le temps, je vais me présenter, je vais les saluer. Le confort à l'hospitalisation, pour moi, c'est vraiment important que quelqu'un se sente vraiment bien quand il est hospitalisé. Euh, pour quand il va peut-être revenir, qu'il ait déjà une confiance établie, que ça soit plus facile là, une fois que les symptômes sont descendus, là. Augmente l'estime personnelle, l'usager reprend confiance en soi et ses capacités plus rapidement. Ben, justement, on parle d'espoir, de voir qu'on peut se rétablir. Des fois, ça fait toute une différence, tu sais. Puis souvent, des patients, ben pas souvent, mais on me demande, on dirait pas que tu es malade ou comment ça. Je dis, ben, tu sais, ça prend du temps. Genre, il y a de l'espoir, c'est bon. Travail l'autocritique, aide à identifier ce que l'usager vit, humanise les soins. Ben, tu sais, pour moi, tu sais, d'avoir quelqu'un qui a vécu la même chose, c'est vraiment au cœur du bien-être qu'on peut vivre. Puis aider aussi les patients à se parler entre eux. Des fois, ça fait une différence sur l'ambiance qu'il y a, puis d'essayer d'avoir une ambiance positive, là. Rassurer, prendre conscience de leur force en dehors de l'équipe et rôle de rétablissement augmenter l'autonomie. Nous, on travaille beaucoup avec les forces. Je pense qu'on en parlait un peu aussi tantôt. Voir c'est quoi les intérêts, c'est quoi les forces, qu'est-ce qu'elle a déjà accompli, puis essayer de miser là-dessus pour augmenter, dans le fond, sa motivation personnelle, là, parce que des fois, la motivation, il n'y en a pas, là. Euh, Dans le fond, il y a des filles, il y en a plusieurs. Il y a deux formations reconnues pour être par aidant présentement. Il y a celle de l'AQRP et il y a le micro-programme de l'Université de Montréal. Stigmatisation, résistance par l'équipe de gestion. Ben, tu sais, des fois, c'est pas quelque chose qui est très connu, la paraidance. Est-ce qu'on vole des postes? Est-ce que c'est toujours des fois des discussions qu'on peut avoir? Je peux vous assurer qu'on est ensemble pour le bien du patient. Puis, c'est pas parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes tâches qu'on va ralentir les soins ou quoi que ce soit. On est là pour aider. On est là pour augmenter la qualité de service, là. Clarifie les attentes et rôles de chacun, offre d'emploi clair avec profil recherché. Des fois, une erreur qui peut arriver, c'est de penser que tous les parents aidants sont pareils, qui ont pas qui ont toutes la même couleur. Tu sais, moi, j'en ris souvent, mais tu sais, dans l'offre d'emploi, c'était pratiquement écrit avoir fait une psychose, un atout. Moi, je trouve ça très drôle de dire que ça comme ça parce que oui, c'est vrai que travailler dans une première clinique, premier épisode psychotique, ben, si tu es par aidant, tu n'as jamais fait de psychose, ben, tu n'as peut-être pas cet atout-là de reconnaître un peu ce que la personne peut vivre ou a vécu. Fait que des fois, le lien peut se créer moins vite, mais c'est sûr qu'avoir un vécu en santé mentale, c'est très large. Puis de mettre ça clair, c'est quoi les attentes. Comme ça, il n'y a pas de déception autant de votre part que de la part du parent aidant, là. Ne pas utiliser comme cheap labor, honnêtement, moi, ça me faisait relativement peur. Si j'étais pour aller fumer des clopes dehors à longueur de semaine, je serais déjà plus là. Je serais parti. Puis là, on parle d'embauche et d'embauche encore. Et on perd espoir à un moment donné de trouver une personne qui aime son travail, là. S'assurer de leur offrir un mentorat approprié, ben ça fait super du bien. Je parlais d'Andrew tantôt par rapport à la réflexion qu'il y avait eue sur le cas. Présentement, on a un mentorat avec Andrew, moi et Jean, l'autre parent qui était supposé être ici. Puis c'est quelque chose de super précieux parce qu'on n'est pas beaucoup de parents aidants, puis des fois d'avoir des discussions entre nous,
voir un peu ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous dérange un peu, d'être ensemble, puis d'en discuter, ben, ça fait toute une différence, ça, c'est certain, là. Exemple de bon coup, j'ai dit le même le 17 pour ceux qui ne savaient pas, il y avait une présentation le 17. C'est probablement pour ça que vous êtes ici le 24, parce que c'est deux présentations. Je vais redire la même parce que je la trouve vraiment super, parce que je suis pas mal dans la spiritualité ces temps-ci. Puis mon collègue Andrew aussi, on en a jasé justement durant le mentorat. Puis durant le groupe que j'animais, le groupe rétablissement, en fait, qui est pour des gens un peu plus loin dans leur établissement, on a fait un tour de table pour voir un peu comment les gens se sentaient. Puis le premier a dit, ah, je me suis senti comme Jésus durant ma psychose, puis ça a mis la table pour les autres. Puis là, c'est un test. Ça me fait toujours rire parce que je pense que c'est la première journée qu'un patient est hospitalisé, puis il entend ça genre 8 fois dans la même journée. Ceci est un test, ceci est un test, ça doit être très cool. Bon, c'est ça. Donc, la première personne met la table, ah, je suis Jésus, puis là, ça l'embarque, tout le monde s'est pris pour Jésus, jusqu'à la dernière personne qui dit non, moi, j'étais pas Jésus, j'étais Dieu. Puis là, on est tous partis à arrêt. Puis, tu sais, d'un peu en rire de qu'est-ce qu'on a pu vivre, puis de ne pas stigmatiser entre nous, ça apporte beaucoup de confiance. Je pense que j'ai respecté cette fois-ci environ le 20 minutes. Je ne sais pas s'il y avait une période de questions cette fois-ci parce que j'ai débordé la dernière fois, fait que j'ai essayé d'être très rapide dans tout ça, mais merci de votre écoute, puis j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Gabriel. Je propose, parce que tu as été right on time, là, il reste 5 minutes justement pour les questions. Donc, on peut prendre les questions s'il y en a qui veulent lever la main. Puis, si jamais il n'y a pas de questions, je te demanderai peut-être de redonner 2, 3 exemples, un peu comme tu as donné le dernier exemple. Je pense que ça aide vraiment les gens à bien visualiser là, ce qu'est ton travail. Donc, est-ce qu'il y avait des questions pour Gabriel?